Bonjour et bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues où je jase de jeux de rôle avec les joueurs et les joueuses du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Marc-Antoine Plouffe. Salut Plouffe, comment ça va? Salut Phil, ça va très bien toi? J'ai hâte de commencer. Ben, ça s'en vient, là. C'était pas une grosse introduction. Je pense que j'ai parlé, je sais pas, là, 10 secondes. Je suis un gros fan de 12 échanges sur ça. OK, t'avais hâte que ça soit à ton tour. J'ai appris à connaître mieux des gens avec qui je joue. Là, fait que... Ben, tu sais, c'est des questions que tu aurais pu leur poser aussi là, autour de la table. Mais garde, ça fait plaisir d'avoir pu contribuer là, à tes connaissances au niveau de tes propres amis. Plouf, nous, notre première partie ensemble, c'était. Je pense que c'était un genre de crossover qu'LP avait fait entre deux de ses parties, en genre de 2019, quelque chose de même, où vous étiez comme un groupe qui jouait avec LP, nous aussi, puis on s'est rencontrés le temps d'une game, il me semble. Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas joué, à part peut-être les spéciaux de Noël et tout, là, on n'a pas vraiment joué souvent, toi et moi, ensemble. Mais oui, ça, c'était notre première game À la même ensemble. table. Mais toi, Ouais. c'était clairement pas ta première game. Non, pas vraiment. Ma première game, c'était. Ma première game de 5e édition, en fait, c'est peut-être de ma faute, tout ça, parce que c'est moi qui ai donné la piqûre à LP là, pour 5e édition. Ah Fait oui! que, ouais, un peu, ouais, ben, on avait joué avant, là, je veux dire. Mais après une couple d'années qu'on n'avait pas joué à 3.5, bon, j'ai checké la 5e édition quand c'est sorti. Puis, ça a l'air intéressant, on pourrait recommencer à jouer. Fait que, je suis un peu responsable d'avoir remis tout ça en branle, comme on dit, là. Mais, ouais, avant, non, j'ai joué à 3.5. Ma première game, c'était, je pense, avec Louis-Philippe, puis son coloc, dans le temps, une game de Pathfinder ou 3.5. Ça, c'est ta première partie. Est-ce que tu étais joueur ou tu étais DM? J'étais joueur, ouais. Puis, te souviens-tu, qu'est-ce que tu jouais? Pas dans cette game-là. Ça n'a pas duré super longtemps, je me rappelle pas. Mais après ça, on a joué avec Robbie. Mais ça, je me rappelle, je faisais un Woodgen. Fait que 3.5 et 1 million de classes, là. Mais un Woodgen, c'est un genre d'élémentaliste flavor chinois, mettons. OK, OK. Fait que versé dans la magie, disons, plus du côté Ouais. magicien que fighter. Là. Ouais, exactement. Je contrôlais le feu, là. Ben, c'est toujours cool de contrôler le feu, pareil. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le contexte du podcast, tu joues aussi un lanceur de sorts. Est-ce que c'est des classes que tu privilégies d'habitude quand tu joues à D&D ou au jeu de rôle en général? Je te dirais que oui, j'ai eu tendance à. J'ai pas comme un. Faut que je sois un caster, mais ça donne de même. Moi, j'ai joué un paladin à date, un warlock, un druide. C'est quoi, en général, je joue des casters, on dirait. Je dirais qu'il y a plus d'options, peut-être. Ça m'attire plus de. Ça fait les spells, ça te permet tellement de choisir de faire plusieurs choses. Ouais, tandis que frapper sur quelqu'un, ça reste frapper sur quelqu'un, tu sais. Ouais, c'est fun, le fighter, tu peux avoir des manœuvres, tout, c'est différent, mais comme. C'est pas aussi wide là, que qu'est-ce que tu peux faire avec de la magie. Tu joues Troué, le druide, Ouais. dans le podcast des Vaincus. Yes. Ouais! Y a-tu un nom de famille, Troué? Non, il n'y a pas de nom de famille, je pense. J'aime ça. C'est comme Madonna, c'est troué. C'est comme Madonna, j'adore. Puis, si je me souviens bien, toi, t'es arrivé, je pense, au 3e épisode des Vaincus, quelque chose comme ça? Oui, c'est tellement un petit conflit d'horaire, là. Il n'y avait rien de dramatique, mais je ne pouvais pas être là la première session. Fait que, OK, OK. Ben, c'était ça ma question, à savoir si tu étais déjà prévu pour être là au début ou finalement. oui, j'étais prévu et motivé, mais cette journée-là, ça a donné de même. Là. Je trouvais. Mais c'était quand même correct après. Là. Ben, je trouve l'intégration s'est faite quand même naturellement. Tu sais, t'es arrivé au début de Des Vaincus, plus avec une personnalité forte de punk anarchiste. Puis je trouve que tranquillement, tu t'es comme fondu dans la classe de druide traditionnelle, si on veut. Oui, ben je pense que j'ai essayé de mettre l'avant sur l'autre côté de mon personnage plus anarchique, mettons, au début, ou son côté moderne, si on Ouais. veut, là, qui existe du monde de Montréalopolis, avant de passer au côté du vide. Mais quand je fais des personnages en général, ce que j'aime, c'est vraiment jouer la classe straight. C'est comme si je joue un paladin, ça va être un paladin. Là, ça sera pas comme un paladin qui est aussi un peu un assassin. Puis, ça. Je vais essayer de vraiment jouer l'archétype à fond la quête. Là, parce que là, je joue un druide, fait que ouais, la protection de la nature, tout ça, c'est ça qui me motive jouer à fond.
Oui, puis tu détestes les choses, tu sais, qui sont pas naturelles. T'es vraiment comme l'archétype, justement, là, tu l'as super bien décrit. Mais je me demandais si c'était consciemment que tu avais drifté vers ça, puis semble-t-il que Ouais, oui. c'est clairement, moi, j'aime ça, faire ça de même. Mes personnages, j'aime ça les jouer. Ça me donne une bonne contrainte et un bon clou de comment jouer le personnage. Tu sais, je travaille pas par l'envers. Mettons, je vais pas chercher un personnage dans un film de fiction que j'ai aimé. Puis j'essaie de le rentrer dans D&D, mettons. Je commence avec une classe de D&D, puis là. Tranquillement, au fil du temps, pogne des caractéristiques, puis tu l'étoffes comme ça, tu sais. Exact, exact. Puis au niveau du personnage de Troué, tu sais, dans Des Vaincus, tout le monde a comme un peu son intérêt envers le Grignat. Est-ce que Troué, son intérêt, c'est d'y retourner ou c'est de jamais y aller? Son intérêt, ce serait d'y retourner, probablement. Mais là, c'est comme la tension entre le joueur et le personnage, parce que Troué, lui, c'est sûr que si je voulais juste jouer Troué pur et simple, il pourrait juste vouloir retourner avec Grigna. Mais là, il faut aussi qu'on. Je veux rester dans le party, là. Fait que... Oui, il y a un peu de méta-jeu là-dessus, là. ouais, je balance les deux. Tu sais, Troué, oui, il essaie d'être responsable de ce qui se passe à Montréal-Police. J'essaie de le jouer un petit peu plus. Récemment, je pense, dans l'épisode 7, vous trouvez un portail, vous retournez dans le Grignat pendant, je sais pas, là, 3 minutes. T'aurais pu décider de rester, là. Ouais, je te dis, mais après, quand j'y repensé, je te dis que c'était peut-être une petite erreur de rubrique. Que oui, il aurait pu au moins faire un commentaire, tu sais, ou avoir une réaction un peu plus. Ah, je voulais rester, mais j'ai rien dit. C'est comme la scène à passer. C'est pas fait distrait. Des fois, c'est pas toujours sur le piton, là, de ton personnage que tu devrais faire maintenant, là. Oui, ça reste que tout se passe en temps réel, puis sur le fly, on en échappe un peu, tu sais. Tu l'as remarqué comme moi aussi j'ai remarqué, là, oui, c'est un peu une réaction bizarre, puis ouais, comme, bon, on s'en retourne, c'est correct. Ouais, mais quitte à te faire convaincre, tu sais, par ton groupe, il y a aussi souvent ce jeu-là d'assumer le propre de ton personnage, sachant qu'au fil de la discussion, tu vas finir par te faire convaincre parce qu'il faut qu'on continue la quest pareil, tu sais. Quand je repasse, c'est arrivé, puis que c'est un policier, puis que moi, j'aime pas les policiers, ben, ça a créé de l'attention, mais en même temps, Tony est dans le groupe. Je veux dire, mon but, c'était pas de De le sortir, ouais, c'est ça. Marc-Antoine, est-ce que tu joues aussi à d'autres systèmes de jeu que D&D 5e? Oui, je joue et je DM d'autres systèmes de jeu. Là, en ce moment, on a parti notre game maison là, avec LP, Andréane, puis un peu d'autres mondes. On joue à Dungeon World. OK. Et ça, ça ressemble à Donjon Dragon. Mettons, on peut dire c'est comme flavor Donjon Dragon. C'est un type de setting, si on veut, là, médiéval, fantasy. Mais, puis les classes, ça ressemble beaucoup, là. T'as un fighter, un barbare, un wizard, toute cette affaire-là. Mais le jeu est un peu plus simple et un peu plus axé sur la narration, mettons, que sur le combat tactique. Donc, il y a moins de dés, moins d'habiletés? C'est plus que ça fonctionne par des moves, mettons. Fait que les moves sont plus narratifs puis, si on veut, ouverts à l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire, au lieu d'être un skill spécifique avec une mécanique vraiment statique spécifique et un nombre de dés. Fait que oui, il y a des nombres de dés et tout, là, puis des hit points, des dommages, comme dans Donjon Dragon, mais c'est, mettons, un move pour attaquer, ce sera pas juste, faut que tu aies ton lancer, ça va être, mettons, faut que tu roules en haut d'un certain chiffre sur 2d6. Puis là, tu peux soit avoir un succès partiel ou un échec. Ça fait un peu différent que dans D&D. Quand tu as un succès de ton action, quand tu as un succès partiel, il y a une complication narrative, mettons, ou un coup qui est associé avec ton succès. Et sinon, ben, c'est juste un échec. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Fait que même dans le contexte d'une attaque où d'habitude c'est on-off, là, dans Donjon Dragon, tu l'as ou tu l'as pas. Là, il y a moyen de l'avoir, mais avec un désagrément, ou de pas l'avoir, mais avec un petit edge. Exactement. Puis il n'y a pas d'initiative. Puis les créatures du DM ont comme pas de tour. Fait que comment ça fonctionne? C'est quand tu fails ton tour, ben c'est là que la créature a fait un dommage. OK, c'est toujours des contre-attaques un peu. Exactement. Quand tu essaies d'attaquer et que tu fails ton roll, ben là, la créature a fait du dommage sur toi. Fait que ça fait les combats vont beaucoup plus vite aussi que dans oui. D&D. Ben oui, je comprends parce que chaque action a une réaction directe. Puis en tout cas, je trouve que c'est dynamique, c'est intéressant. Je suis fan moi-même là, des systèmes de jeu qui sont plus axés sur la narration. Je trouve que justement, c'est plus fluide. Là, puis il y a moins de moments où est-ce qu'on commence tout à regarder notre téléphone en attendant que ce soit nous autres. T'sais. Oui, absolument. Puis dans ce jeu-là, c'est un échec, ça veut dire que le DM fait un move. Puis un move, ça va être une conséquence narrative comme ça pourrait être séparer les joueurs, utiliser leurs ressources, introduire un nouvel ennemi. Ça peut être plein d'affaires, un move de DM, mais ça veut dire que le tour avance toujours même quand tu perds.
Tandis qu'à Donjon Dragon, des fois, si tu réussis pas ton rôle pour, mettons, ouvrir la porte, ben, il se passe rien. Tu rassayes le rôle au pire. Tandis que dans Dungeon World, si tu fails, il y a de quoi qui va arriver. Ben, c'est le fun, ça, de relancer toujours l'histoire. Je sais que tu as joué aussi à Blades in the Dark, qui est un jeu peut-être un peu victorien, c'est ça? Absolument. Alors, on pourrait dire victorien comme setting, mais à fantasy horreur. Puis qui est plus axé sur la narration aussi. C'est un peu le même genre de... En fait, c'est basé sur les mêmes règlements que Dungeon World, si on veut, mais avec certains changements, évidemment. Fait que ouais, c'est un jeu où c'est un crew de criminels dans une ville, un peu à l'époque victorienne, mais horreur fantasy et des fantômes aussi dans le setting. Là. OK, ben c'est cool quand même comme environnement. Tu sais, j'en parlais un peu avec Mathieu du setting steampunk, qui est pas non plus étranger au setting victorien. Là. Je pense que les deux se marient bien. On t'en parle beaucoup. Tu pourrais même faire une game steampunk assez facilement. T'as juste à rajouter un peu plus de gadgets. Là. Il y en a déjà. Puis tu DM aussi des fois du Donjon Dragon 5? Ouais aussi. Puis est-ce que ton niveau de préparation est différent quand tu DM des jeux qui sont plus narratifs ou est-ce que ça revient pas mal au même d'une partie à l'autre? Oui, non, le niveau de préparation est vraiment différent. C'est pour ça que j'aime les jeux narratifs, parce que si je suis vraiment paresseux, je peux l'improviser quasiment au complet. C'est ça qui est le fun. Ça sera pas aussi bon que si je prépare, mais ça va être jouable. Ouais, il y a moyen de trouver son plaisir. D&D, il faut que tu aies prévu tes encounters comme du monde. Tu veux que ça soit quand même bien balancé. Il y a un côté tactique, faut pas que tu laisses de côté dans ta préparation, sinon les combats sont pas vraiment, sont soit pas un challenge ou ben non, sont trop durs. C'est vraiment dur à balancer. Tandis que les jeux plus narratifs, tu peux pas l'aider, mais tu peux de la narration un peu si tu veux. Tu peux toujours doser à la mesure de ce que tu as besoin, dans le fond, là, tu sais. Exactement. Si ça fait des jeux plus mortels, je te dirais, parce que les joueurs sont pas nécessairement faits pour avoir des super longues campagnes qui montent jusqu'au niveau 20, fait que les mécaniques aussi sont faites que tu peux quand même mourir facilement, là, si tu fais 3, 4, 5 rolls de suite, puis c'est possible que tu sois dead, là. Ben, je trouve ça pratique aussi. Là. C'est le fun là, de traîner son bonhomme sur plusieurs années, mais il y a une partie de moi aussi qui aime ça, passer au prochain appel puis essayer d'autres choses. Ouais, c'est généreux, Donjon Dragon, quand même, avec 3 death save. Oui, c'est vrai que ça en prend beaucoup. Puis, tu sais, 3 death save, qu'il faut que tu aies moins de 10, tu as 50% de chance. En tout cas, je trouve qu'effectivement, les chances sont grandes là, pour les joueurs. Là. C'est fait pour pas qu'on meure pas mal. On a parlé cette semaine, toi et moi, d'intelligence artificielle par rapport à D&D, puis tu as utilisé récemment une intelligence artificielle justement pour aider à préparer une game ou voir si tu pouvais préparer une game de Dungeon World avec l'intelligence artificielle. Ouais, c'était pas pire comme petite expérience. C'est pas moi qui ai fait le bot, là. Je l'ai trouvé, mais c'est intéressant. Ouais, il peut créer un danger pour ta campagne. S'il pose des questions, ben, tu sais, c'est fait pour extrapoler à partir du langage de cette machine-là, fait que c'est bien parfait pour inventer n'importe quoi pour une campagne. Il pose des questions, c'est qui le roi de ce royaume-là, puis il va te le nommer, puis il va te le décrire, puis là, tu peux demander, c'est qui tes chevaliers, puis il va tout te les nommer. Avec tu peux vite construire des factions, mettons, un petit univers pour avoir au moins une aventure, ça prend pas de temps, là, avec ça. Fait que pour un DM paresseux, c'est quand même un bon adjuvant là, d'avoir l'intelligence artificielle. Un DM paresseux comme moi, c'est assez pratique. J'ai déjà pas mal d'affaires prévues pour ma prochaine session. Mais pourrais-tu envisager une intelligence artificielle qui serait, disons, DM? Oui, absolument, même qu'elle est capable un peu de le faire. C'est sûr que c'est une intelligence artificielle qui est faite pour faire du roleplay. Qui est capable d'incarner des personnages, puis il est capable d'être DM, mais il connaît pas les règlements du jeu. Fait il va pas te demander de roller, mettons, ou ce genre d'affaires-là, mais il est capable de vraiment décrire une narration, de demander quel ton personnage fait. Parce que souvent, tu sais, c'est un problème qu'on a autour des tables, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont le goût de jouer, mais il y a personne qui veut vraiment se taper toute la préparation d'être DM. Fait, tu pourrais concevoir dans un futur proche qu'on aurait des DM intelligence artificielle qui pourraient nous relancer sur des aventures sans qu'on ait besoin de quelqu'un fasse la job, tu sais? Oui, mais là, je pense qu'il y aurait sûrement pas mal plus de jobs à faire parce que là, pour l'instant, c'est seulement en format texte. Ça existe, puis il y a quand même pas mal de délais. Si tu tapes ton texte, ça va prendre peut-être une seconde avant qu'il sorte pas quelque chose d'intéressant. Fait que sur une game, tu vas attendre longtemps après ton chat, mettons.
Ah, ouais, OK. Le temps d'attente, c'est sûr, est un peu un frein en ce moment, mais disons que tu joues une game chattée avec des amis, tu sais, sur un équivalent de Roll20, où est-ce que tu tentes toutes les actions de ton personnage sur le chat, puis que tu es compris par le DM, intelligence artificielle, ça pourrait quand même être intéressant de voir les limites de cette histoire-là, tu sais. Ouais, s'il comprenait les règlements, ça irait pas pire. Tu sais, il peut y expliquer des affaires puis il va être capable de le faire après. Sauf que lui expliquer les règlements d'un jeu au complet, surtout un jeu comme D&D, c'est correct qu'il lise le livre puis il peut aussi. Ben, tu pourrais envoyer l'intelligence artificielle sur YouTube, consommer des heures et des heures de actual play, tu sais. Puis au fil de tout ça. Mais, je veux dire, déjà, celui qui est sur le site, tu sais c'est quoi un GM puis un role-playing game, puis tu comprends au moins les concepts de base, ben, de se rappeler tous les règlements, puis de l'implémenter. Il faudrait qu'ils écrivent un programme juste pour ça. Je pense que ça se pourrait dans moins de 10 ans, peut-être. Moins de 10 ans, je pense que c'est acceptable. Surtout que là, D&D ont besoin de faire de l'argent. Là. Fait que, tu sais, à place d'engager des DM, ils pourraient se faire des intelligences artificielles qui jouent sur les tables, tu sais. Ça serait tout un modèle d'affaires, ça, pour eux. S'il y avait un site où tu pourrais juste rentrer dans un chat room, il y a un DM qui fonctionne vraiment bien. Ça serait quand même pas pire. Je ne sais pas quel argent tu ferais avec ça, mais écoute, ça pourrait être intéressant. Reste que c'est ça, l'intelligence artificielle. Un des plaisirs des jeux de rôle, c'est justement de la flexibilité qu'apporte un humain dans un jeu où les limites sont quasi infinies, là, dans le sens où si t'es pas attaché à des miniatures ou à un terrain physique, tu es dans le théâtre de l'esprit, tu peux aller n'importe où. Ouais. Est-ce que justement une machine peut avoir cette flexibilité-là de t'apporter dans des univers puis de réagir à ce que toi tu proposes qui va être assez farfelu là, pour avoir été DM, les joueurs arrivent avec des concepts assez bizarres, merci. Là. Je te dirais que pour avoir joué avec, répondre à n'importe quoi, ça, c'est vraiment pas un problème. Pour cette machine-là, elle va répondre à tout ce que l'idée les plus farfelues que tu peux avoir. Elle va vraiment. C'est un bon joueur d'impro dans ce sens-là, dans le sens qu'elle va toujours dire oui, puis elle va toujours en rajouter. OK. Peu importe c'est quoi que t'apportes. Fait que des fois aussi, c'est pas ça que tu veux un conflit, mettons, là, tu veux quelqu'un qui dit non. Ça, c'est un autre problème. Mais ouais, pas, si tu veux, mettons juste quelqu'un qui suit tes idées, qui dit oui, puis qui en rajoute. OK, ben écoute, je trouve qu'on s'en va vers quelque chose de viable. là. C'est un bon brainstorm qu'on a eu ensemble. Euh, en dehors de l'intelligence artificielle, toi, en tant qu'humain, comment tu procèdes quand tu crées des personnages? Est-ce que tu as comme une démarche typique? Est-ce que tu as un élément qui te start tout le temps? Ben, comme j'ai dit un peu tantôt, ce qui me start, c'est la classe. C'est la classe qui va inspirer la personnalité de mon personnage avant tout. Fait que je vais essayer de jouer le plus straight possible. Puis je peux donner d'autres exemples. Mettons, quand j'ai joué le paladin Hector, et là, j'essayais de convertir tout le monde. Euh, Partout où je rentrais, j'étais la police. C'était vraiment comme ça. C'est complètement différent de tout. Oui, effectivement. Mais c'est cool de voir que tu peux jouer aussi dans tous les sens, puis que justement, c'est pas des balises que tu te mets quand tu crées tes personnages, tu sais. Non, ben c'est ça qui est le fun aussi, tu sais, comme j'essaie aussi, que peut-être qu'il y a une affaire qui m'inspire, c'est si j'ai joué un autre personnage, je vais essayer de faire quelque chose de différent, tu sais. Après avoir joué un paladin, maintenant j'ai joué un warlock qui va complètement une autre affaire. Tu te bases sur ce que tu as fait pour aller ailleurs complètement. Fait que ça aussi, ça te donne un point de départ. Tu sais. Ouais, je veux pas répéter ce que je viens de faire, là. Il y en a qui aiment ça, là. Je veux dire, Andréane n'a pas joué un thief dans toutes ses games pour toute sa vie, mais ou presque, là. Ou un monk. Mais moi, il aime ça vraiment pareil. OK, ben tu vois, il y a tous les types de joueurs à la table. Parlant de ça, toi, t'es quel type de joueur, Marc-Antoine? Bon, moi, j'aime ça prendre la voix de mon personnage, même quand c'est pas nécessaire. J'aime ça utiliser la voix de mon personnage juste pour dire le nom de mon personnage. Donc, ouais! C'est très Pokémon là, comme concept. Là. Sinon, j'essaie de rester à l'écoute, mais aussi j'aime ça. Mettons, quand l'histoire s'avance pas ou quand tout le monde est en train de juste planifier quelque chose. J'aime pas ça trop les grosses séances de planification dans D&D. J'aime ça juste comme correct, on peut passer à la prochaine affaire. C'est rare qu'on a besoin d'un long plan. Fait que trouver a tendance à être temps qu'il y a un plan produit ou un moment où ça se stagne d'être comme, oh, faut avancer la quête! Tu pousses un peu vers l'action, là, tu sais. Ouais, il y a des bouts que tu peux clairement entendre être comme, faut faire ça, faut faire la quête centrale!
Ben, regarde, tu vois, c'est ça ton type de joueur. T'es constructeur quand même à ta manière. T'as l'esprit axé sur le développement des choses, puis t'hésites pas nécessairement à te mettre dans le feu de l'action pour que ça l'avance. Absolument. Ça, je joue des personnes chaotiques aussi, ça aide à faire ça. Ah ouais, tu trouves que l'alignement chaotique, ça te donne plus de flexibilité? Ça dépend pourquoi, parce que quand j'étais paladin, Lawful, j'étais quand même imposant aussi, parce que là, je m'imposais comme la loi, parce que c'est comme une autre dynamique, si on veut, mais chaotique, ça peut être, ça donne une flexibilité dans le sens que j'essaie de voir quelqu'un qui est peut-être un peu plus tête chaude, mettons, ou qui va réfléchir avant d'agir. Je comprends. Souvent, l'alignement chaotique, je trouve qu'il est utilisé par des joueurs qui veulent se donner la permission de faire n'importe quoi, tu sais. Ouais, mais aussi, là, comme étant donné que je pense que je me suis donné une vraie raison de roleplay aussi, là, j'étais un anarchiste. Oui, je pense que tu l'interprètes bien, là. C'est pas un commentaire sur ton type de jeu, là. Non, je comprends ce que tu dis, mais j'avoue qu'il y en a qui ça peut être juste comme, ils vont pas jamais vraiment jouer chaotique, mais quand le DM va faire, hey, pourquoi tu fais ça? Ah, je suis chaotique. Ouais, tu peux rien dire, je peux faire n'importe quoi. Ben, ça, c'est pas vraiment du bon roleplay. Ben, je trouve que des alignements qui sont justement très dirigés, ça aide aussi à faire avancer ton personnage dans une direction claire, tu sais. Si justement t'es lawful good ou même si t'es lawful evil ou whatever, tu sais, t'as comme une direction qui est très précise puis ça t'oriente vraiment dans tes choix, tu sais. C'est sûr que comme nerd chaotique, c'est fait pour être un peu, je veux faire ce que je veux, tu sais. Mais il doit avoir une façon de l'interpréter qui est comme propre aussi à ça, puis qui fait que ça avance la game quand même. Là. Mais souvent, c'est ça. Ça ressemble à une excuse plus qu'à d'autres choses. Tu sais. Ah ouais. C'est maintenant l'heure de ma question sur le spectre du jeu de rôle, Marc-Antoine. Et j'aimerais savoir, toi, du spectre inventé par moi-même qui va de jeu jusqu'à rôle, où est-ce que tu te situes? Je suis comme un peu tout le monde du côté rôle, mais je dois dire que ça va les deux ensemble. Parce que, tu sais, si on veut juste être rôle, ben on va faire de l'impro. Oui, c'est sûr que si t'es totalement rôle, tu fais du théâtre. Là. C'est ça. Tu vas faire de l'impro du théâtre, puis la grosse différence, je pense que fait que D&D, c'est une activité qui est différente, qui est fun. C'est les règlements, dans le fond. Les règlements vont te donner une structure pour que ton impro, au lieu de durer 3-4 minutes, ça va durer 40 heures. Là, c'est grâce à cette structure-là que tu peux porter une histoire qui est aussi longue, plus compliquée, mettons. C'est parce que tu as un rôle assigné à un GM, des joueurs, et aussi parce que c'est entendu que tout le monde est capable de faire, par les skills des personnages. Ce qui te permet de maintenir ça pendant aussi longtemps. Ce qui donne du fuel pour continuer, c'est le hasard. T'sais. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la part la plus intéressante là, dans le fait que c'est un jeu organisé, c'est qu'on a intégré une part de hasard là-dedans qui nous relance indépendamment de nos propres intentions. Tu sais. Ouais, absolument. Puis aussi, peut-être aussi même il y a un peu un thrill de gambling, dans le fond, parce qu'à chaque fois que tu roules un dé, tu risques quelque chose. Ton personnage, il peut avoir une conséquence négative dans la narration. Fait qu'à chaque fois, il y a un risque. C'est que tu roules un dé. C'est comme une activité quasiment comme du gambling dans ce moment-là. Tu sais. Du gambling narratif. Ouais, absolument. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui est en jeu qui est grave, mais à chaque fois, ton personnage pourrait être risqué. Tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui est un peu thrill, tu sais. Ouais, je comprends. Je vois le lien. C'est pas fou. Puis, ben, des dés, hein, c'est comme un outil inhérent au gambling aussi. Fait que, définitivement, il y a comme un diagramme de veine à faire ici. Là. Ben, merci pour cette réponse sur le spectre du jeu de rôle. C'était la dernière, tout le monde. Je l'ai posée à tous. Et on a des réponses claires. Le rôle est prédominant, mais ça nous prend le jeu. Ah, c'était moi le dernier à passer. J'ai même pas remarqué que. Ah oui, c'est toi qui clôt ma série d'entrevues. Ah, mon Dieu, c'est un honneur. Mais Scoop, je vais peut-être continuer la série sous forme de discussion de groupe sur des sujets particuliers, mais c'est encore en développement, donc je vous laisse ce petit scoop, mais ça va peut-être pas arriver. Ce qui va arriver, par exemple, c'est mes questions de la section du magazine Cool. Ça va arriver tout de suite. Là. Je suis prêt. OK. Marc-Antoine, c'est quoi qui te gosse le plus dans une partie de D&D? Ce qui me gosse le plus, ce serait un joueur qui ne porte pas attention, hein, qui va être sur son sel, heureusement, ça n'arrive pas pendant les enregistrements, là. Mais ça arrive des fois pendant des games maison, tu sais, puis je suis comme, ça, c'est
Ouais, tu trouves que ça mine un peu ton plaisir là, de devoir dire à quelqu'un ouais, mais là, c'est parce qu'on vient tous d'en parler de ça, puis là, t'arrives avec ta. Ouais, ouais. Tout le monde peut checker pour un spell ou quelque chose là, sur son cell. Je suis pas un maniaque de ça. Là. Je suis pas comme cacher vos cellulaires, mais comme si quelqu'un ne porte vraiment pas attention, c'est juste comme je sais pas checker Facebook, ça, c'est moins bon. Là. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi, ça brise un peu l'immersion de la game. Est-ce que t'es plus skills ou t'es plus spells? Je pense que je suis plus spells dans D&D. Ouais, les spells sont plus versatiles que les skills, à mon avis. Là. No contest. Ils sont plus Ben oui. faciles, t'as dit, excuse-moi? Ouais, plus versatiles, plutôt. Plus versatiles, ok, ok, comme Malik Shahid. Oui. Excuse-moi, c'est une vieille blague de Musique Plus, là, j'ai ressorti ça loin. Mais les spells plus versatiles, mais en même temps, les skills, il y en a tellement, il y a tellement de facettes. Tu peux les twister pour t'en servir pour telle affaire ou telle affaire. OK, ben, je te dirais un autre argument pour les spells de bord. Ben, il est bon ton argument, mais j'aimerais ça que tu développes. Là. L'engagement du joueur, OK? Parce que les spells, je peux choisir mes spells. Quand je monte de niveau, je choisis des nouveaux spells. Ben, les skills, c'est pas mal one and done. Tu choisis quand tu fais ton personnage, that's it. Ben, il y a des petites exceptions. Quand tu es une classe qui utilise énormément de skills, comme les bards, comme les rogues, tu viens Ouais, à ouais. pouvoir développer des expertises. T'sais. Fait qu'il y a quand même une petite sélection qui se fait. Là. Mais j'avoue que c'est rien comparé aux spells que tu choisis pratiquement à chaque niveau. T'sais. Je dois avoir un biais parce que j'ai jamais joué de bard ou de rogue. Fait que là, je serais peut-être plus skills si j'essayais un rogue. Ouais, ben c'est peut-être des mécaniques dans lesquelles tu n'es pas encore rentré, mais il reste qu'il y a tout un univers à découvrir là-dedans, mais je respecte ton choix des spells. Je trouve que c'est très louable. Est-ce que tu as des spells favoris? Est-ce qu'il y en a qui reviennent toujours sur ta liste de spells? Qui reviennent toujours, ben là, j'ai joué quand même des casters différents. J'aime les spells d'utilité en général, plus que les spells de combat. Je vais peut-être capable de me déguiser, me devenir invisible. C'est des affaires que tu peux comme vraiment abuser le roleplay avec. Quand j'étais un warlock, j'avais pris l'invocation, ce que tu peux te casser des guide spells à volonté. J'étais toujours déguisé en quelque chose d'autre. En Ouais, tout temps. ok. L'homme au mille visages. Ah ouais. Ah ouais, c'est constamment, toutes les intrigues impliquaient moi qui me déguisais en quelqu'un d'autre, c'est ça, là. C'est pas difficile pour rien. C'est les meilleurs spells aussi, dans mon avis, parce que tu peux les utiliser hors combat et en combat. Effectivement. On pense beaucoup utiliser des spells de dommages en combat, mais moi, je suis un grand défenseur qu'un tour de combat, ça peut servir à bien des affaires qui impliquent pas du dommage, tu sais. Ouais, mais puis si j'avais changé le règlement de D&D, je permettrais des checks de connaissances en bonus action. Ah ouais, toi, tu dirais pendant que tu te bats, tu peux comme faire appel à ta mémoire, savoir si tu connais telle affaire. Ouais. Je trouve un peu que c'est un peu ridicule que ça coûte une action complète, là. Ouais, je comprends, je comprends. Mais tu sais, c'est juste 6 secondes, pareil, un tour. Hein. C'est peut-être pas réaliste au sens de 6 secondes, mais c'est au niveau game balance, si on veut, les actions elles ont tellement de la valeur en combat que genre personne va en dépenser pour faire un skill. Ça, c'est un peu plate. Ça. C'est vrai. Puis ça pourrait ajouter quand même un layer intéressant d'avoir de l'information, tu sais, sur la situation de combat. Fait que, Ouais. bon, faudrait appeler Wizard of the Coast puis leur dire hey, la gang. Il n'y a rien qui t'empêche de changer tes règles maison quand t'es DM. Ben, effectivement, hein, ça reste que c'est ça la première règle hein, de D&D, que tu fais les règles que tu veux. C'est toi le DM. Et Marc-Antoine, pour clore ma section Magazine Cool, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance, toi, pour une bonne game de jeu de rôle? Ben, je te dirais, ces temps-ci, quand on enregistre, il met dans l'ambiance d'écouter l'épisode d'avant. C'est bon, ça. Ça, au moins, ça va me dire, on est rendu là, ok, c'est bon. Ben, c'est vrai. Moi aussi, je le fais avant chaque game qu'on enregistre. Là. Je suis comme, hey, voyons aussi, qu'est-ce qu'on a ramassé la dernière fois? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le matériel qu'on a mis en place? T'sais? Faire des callbacks aussi, parce que quelqu'un qui l'écoute back-à-back, là, Ouais, j'essaie que ça ne stresse pas trop quand c'est pas la même session. Tu sais. ben non, c'est ça. Il faut essayer d'être conséquent avec les choix qu'on a faits juste avant. T'sais. On enregistre 2-3 épisodes par session. Faut pas que trop que ça paraisse que c'est le troisième. Il faut pas trop que ça paraisse que c'est le premier. Non plus, également, tous les épisodes devraient avoir à peu près la même qualité et le même format. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Je te dirais que ça paraît pas trop de mon point de vue à moi, qui fait le montage généralement des épisodes. C'est peut-être pas je le sais, mais tu sais, des fois, je fais comme ça, c'est le troisième, cette journée-là. Je sens qu'on est fatigué un peu.
Oui, ben, ça m'arrive des fois là, de voir, ah oui, ça c'est sûr que c'est pas le premier épisode, mettons. Là. Tu le sens là, des fois là, dans les combats là, qu'il y a un petit peu d'énergie qui s'essouffle. Mais reste que les blagues sont toujours aussi bonnes, fatiguées ou pas fatiguées. Ouais, ça, c'est ça. Des fois, on rit encore plus, même. Ah C'est ouais. l'épisode de Le Gros Pourrir, là, l'épisode 8, dans la saison 2 de Dévaincu, c'était le troisième. Ah ben, garde. Vous l'avez ri tout le long, fait que garde, ça devait être Ah, quand même non. pas pire. Mais en dehors de ça, Marc-Antoine, est-ce que tu as des influences propres quand vient le temps de créer dans le cadre du jeu de rôle? Est-ce que tu as des films, des séries, des livres, des podcasts que tu écoutes qui feedent ta création? Ben, je te dirais que j'ai comme deux intérêts généraux, parce que premièrement, l'histoire, la politique en général, j'aime ça que mes settings sont réalistes, si on veut, ou il y a une certaine vérisimilitude, puis qu'on puisse avoir l'impression que les struggles politiques sont réalistes. OK. Ça m'intéresse. Dans une campagne, au moins que. Puis à cause que j'aime ça, ben, ça veut dire que pour moi qu'il y a toujours des factions dans des factions dans des factions. Fait que, tu sais, la cour du roi, c'est pas tout du monde unifié. Puis même parmi ses opposants, il y a des factions. Fait que, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Fait que moi, j'essaie que ce soit comme ça dans le game. Puis ça donne beaucoup de choses aux joueurs. Comment ça, ils ont beaucoup de place où s'accrocher, puis ils peuvent choisir dans quel camp ils veulent être. Ouais, c'est plus spécifique que bon puis méchant. Tu sais, tu as des nuances au travers de ça. Là. Absolument. Puis pour mon deuxième influence, je peux y aller avec un exemple plus concret. Tu m'as demandé des livres, des films, etc. Moi, j'aime bien la série de livres Malazan Book of the Fallen. Je sais pas si tu connais. Hein. Non, non, j'ai jamais entendu parler. C'est quel type de livre? C'est une série de fantasy, mettons high fantasy puis military fantasy, je dirais. Fait que ça suit des centaines de personnages, mais mettons, la majorité de l'histoire se suit l'armée de l'Empire Malazan. OK, OK. Fait que c'est très axé sur la guerre, l'armée, puis les problèmes politiques. Là. Oui, c'est beaucoup axé là-dessus. Il y a une histoire de rébellion puis tout, mais c'est vraiment high fantasy. C'est qu'il y a aussi un panthéon de dieux qui est impliqué là-dedans. Tu peux voyager dans d'autres plans avec la magie. Et c'est vraiment pas juste, mettons, de l'histoire et de la politique. Là, c'est vraiment bien magique. Là, tu sais. OK, OK. Puis, ben, ça, c'est quelque chose, justement, qui est facile à lier à D&D, là, dans le sens où c'est le même genre de setting, je suppose. Absolument, mais comme complètement différent dans le sens que il n'y a pas d'elfes et de dwarfs tout, mais il y a d'autres races inventées pour le livre qui sont toutes aussi originales et intéressantes. Fait que, tu sais, ça donne bien des idées pour une campagne, je te dirais. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, je pense que tout le matériel que tu peux consommer, qui est du storytelling, hein, d'une façon ou d'une autre, ça peut être une inspiration pour n'importe quel jeu de rôle, tu sais. Ouais, absolument. Mettons le côté dans mes intérêts, ouais, c'est exactement ce que j'aime. Politique bien compliquée, bien des personnages, bien de la réflexion philosophique. Là. Les dilemmes moraux. Ah ouais, absolument. Moi, je suis très inspiré par les dilemmes moraux. C'est extrêmement, ouais, c'est vraiment bon. Mais surtout la quantité de personnages qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Ça se passe sur genre 5 continents différents. C'est comme le scope est Ah, c'est très incroyable. vaste, là. Oui, oui, effectivement. Oh, ouais. Il y a des personnages qui viennent de l'Antiquité qui ont comme 300 000 ans. Ça t'apporte une autre perspective sur la vie, là. Oh ouais. C'est bien intense. Plouf, comment les 2 dernières années de podcast ont changé ta manière de jouer au jeu de rôle? Je dirais que je suis beaucoup plus dans mon personnage, peut-être. OK? Je sais pas, j'ai aussi la conscience que c'est une performance, là, donc Évidemment. c'est ça. Je m'incite plus à être dans le personnage. Je dirais aussi que l'expérience de Dévaincu avec Robbie, c'est ce qui est le fun, c'est que tu sais, Robbie nous amène souvent dans des situations où on fait des sketchs essentiellement. Un ou deux joueurs avec Robbie fait un sketch, et ça, c'est une scène, tu sais. Fait que, puis, des fois, on joue à D&D, tu sais. Fait que ça, c'est un autre... Fait que ça, c'est un autre style de jeu qui est le fun. Ça permet de faire des infos, comme essentiellement. Je pense que c'est ça que j'aime le style de jeu des vaincus puis de la façon qu'on enregistre. Est-ce que ça entrave un peu ton jeu de voir justement dealer avec les aspects techniques, le micro, tu sais, les écouteurs, de t'entendre pas de la même façon, disons, quand tu joues? Au début, non, mais en fait, je pense que moi, ça m'aide parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a j'ai tendance à pas parler fort et que tout le monde me dit que je parle pas assez fort.
Fait que autour de la table, ça m'aide le micro, en fait, parce que je parle direct dans le micro, fait que c'est pas vraiment grave le volume auquel je parle. Tout le monde entend dans les écouteurs. En plus, ça peut être ajusté au montage pour que les sons soient égaux aussi. De tout le monde. Fait que je suis pas trop stressé. Ça m'aide, en fait, le micro plus que d'autres choses. Je sais qu'il y a des gens dans le podcast pour qui c'était plus difficile au début, mais content de voir que toi, ça t'aide, cet aspect-là. Et pour terminer, Marc-Antoine, est-ce que tu as des choses que tu anticipes pour l'année prochaine, des défis à réaliser dans le contexte du podcast? Honnêtement, je pense que ça va bien. J'ai hâte de continuer, de voir comment la prochaine saison va être faite. Puis, je suis curieux de voir si un jour, comment dire, ça va finir, puis on va faire un autre truc. Tu sais. Mais comme je suis pas pressé, mais ça serait le fun de voir comment ça va finir des vaincus maintenant, puis est-ce qu'on pourrait faire une autre affaire après. Ben oui, nous-mêmes, en tant que joueurs, là, ça fait 2 ans qu'on essaye de démêler une histoire mystérieuse. Je pense que tout le monde a un peu le goût de savoir aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Surtout dans une histoire qui est comme une intrigue. Des vaincus, c'est plus intrigue que des vainqueurs, c'est plus aventure, je dirais. Oui, 100%. Or, des vaincus, c'est plus intrigue mystère. Puis nous, on est comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe comme la moitié du temps? C'est sûr qu'on a voulu savoir comment ça va aller dans le futur. Ouais. Ben, il est mystérieux, Robbie. Hein? C'est quand même son propre. Et Marc-Antoine, c'est ce qui conclut cet épisode de D12 Échanges, mais aussi ce qui conclut ma série d'entrevues avec tous les joueurs et les joueuses du podcast. Merci beaucoup, Phil. Merci pour ton accueil. Ben, merci d'avoir été des nôtres, Marc-Antoine. Et merci à vous, public, d'avoir écouté cette série. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de D12 Échanges.